Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je fais les petits réglages de dernière minute. J'attends aussi que vous vous connectez. Voilà, bonsoir. J'attends aussi Audrey. Bonsoir Chantal. Alors, ce soir, on va parler de l'espace-temps. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Magda. Alors, ce soir, ça va être un peu autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être un peu plus, je dirais, scientifique pour qu'on puisse un peu mieux comprendre justement tout cet énergétique et tout ce qu'on appelle ce spirituel et qui en fait n'est pas du tout une création imaginaire mais a des bases que les scientifiques commencent à prouver, je dirais, et à trouver comme possibilité de réalité. En fin de vidéo, comme j'ai l'habitude de faire, je regarderai s'il y a des questions et je prendrai alors vos questions. Donc n'hésitez pas à écrire si jamais vous ne comprenez pas des choses ou si ça n'est pas clair. Évidemment, je ne suis pas du tout scientifique, donc je vais essayer de faire ça d'une manière très simple pour que ce soit, je dirais, abordable à tout le monde. Voilà, comme je vois que vous êtes assez nombreux à être connectés, on va commencer. Alors, nous allons d'abord commencer par le temps. Le temps, dans la notion du temps, le temps qui passe. Nous avons l'habitude de qualifier ce temps par quoi? Par des années, des jours, des mois, des heures, des secondes. Alors il faut bien comprendre que cette notion du temps assez figée et assez définie qu'on a est une création de l'homme. Donc c'est pas quelque chose qui a toujours existé, qui a toujours été comme on le connaît à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a toujours eu une notion de jour qui passe. Ah. Peut-être, il paraît qu'il y a un petit problème de son. Mais j'espère que ça ira mieux. Je vais peut-être mettre le son un petit peu plus fort. Pour que vous entendiez mieux. Voilà. Pour l'image, je sais que de temps en temps il bloque, donc ça malheureusement je n'en peux rien. Mais j'espère que le problème de son se passera. Donc je disais que cette notion du temps a été créée et a été quelque chose qui a été mis en place, je dirais, juste pour notre facilité et pour la facilité d'harmonisation globale. Il faut bien savoir que déjà simplement l'année comme on la connaît à l'heure actuelle est assez récente, dans le sens où le calendrier que nous utilisons avec les mois comme on connaît de 30-31 jours ne date en fait que de 1582. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il existait un autre calendrier qui était beaucoup plus complexe à utiliser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce calendrier comptait des mois de 28 jours. Et ce qui donnait à la fin de l'année que 355 jours. Le seul problème qu'ils ont vu, c'est que s'ils faisaient des années pareilles, la correspondance avec les saisons n'allait plus se faire parce qu'il y avait un trop grand décalage et au bout de quelques années,
les solstices de soleil et tout ça ne correspondaient plus au mois, donc c'était beaucoup trop compliqué. Et ils ont décidé de mettre ce qu'on appelle un mois intercalaire. Alors ce mois intercalaire, c'était quoi? C'était un an sur deux, un mois qui se rajoutait avec 28 ou 27 jours. 24, ouais, entre 24 et 27 jours. Alors c'était assez compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y avait une année normale, puis il y avait une année intercalaire court, avec un mois de février qu'on rajoutait de 24 jours, une année normale, et puis encore une année intercalaire longue où le mois de février avait 27 jours. Tout ça pour avoir des années de 378 jours ou 377 jours. Qui mettait en place ce calendrier-là? Ben, c'était les érudits de ce temps-là qui étaient les prêtres. Or, pour diverses raisons, que ce soit des conflits, des guerres et tout ça, ces prêtres arrivaient à oublier de mettre ce mois intercalaire, ce qui créait évidemment de nouveau de la confusion, des retards, et ils ont compris que c'était pas du tout facile à utiliser et qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus uniforme pour que tout le monde s'y repère et que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est comme ça qu'on est arrivé au calendrier que l'on connaît. Alors encore autre chose qui a changé, ça a été par exemple les semaines. Nous, on est habitué à une semaine qui a 7 jours. Or, au début du millénaire, enfin au début de notre ère, les semaines avaient 8 jours. Le début de l'année commençait au mois de mars et non en janvier. Évidemment, tout ça n'a pas une grande importance, je dirais, bien que si on veut avoir des dates précises, nous qui aimons bien que les choses soient claires et précises, eh bien, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué à calculer et à étudier. Notre vie étant quand même assez courte, sur, disons, 80 à 100 ans, ce genre de décalage n'a pas tellement d'importance parce que ça ne joue pas tellement sur notre vie. Mais si on rajoute des millénaires, des siècles, évidemment, cela prend toute son importance. Ça, c'est pour les années. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je parle de ce genre de choses et pourquoi je vais développer aussi les heures. Vous le verrez après. Donc, nous avons vu pour les mois, les années. Évidemment, nous savons qu'une journée, ça a 24 heures, que notre heure a des minutes et que ces minutes ont des secondes. Ça aussi, ça a été installé assez rapidement. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'uniformité de ces heures avec les décalages d'horaire et les fuseaux horaires est en fait assez récent. On s'est rendu compte que ça devait être organisé au point de vue mondial quand le train est arrivé et quand les voyages longue distance sont intervenus. Pourquoi? Parce que avant, en fait, chaque grande ville ou chaque grande région fixait sa propre heure comme elle le voulait. Seulement, ça posait problème. Pourquoi? Parce que quand le train partait d'une ville, il partait avec l'heure de la ville, mais on ne savait jamais prévoir à quelle heure elle allait arriver dans l'autre ville, parce que l'autre ville, qui pouvait être très éloignée, avait sa propre heure. Et donc, pour établir un horaire, ça devenait très très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on avait des horaires différents, le fuseau horaire n'existait pas, donc ça devenait assez compliqué. Et ils ont réfléchi pour justement qu'il y ait une uniformité, pour que ça reste, je dirais, avantageux pour tout le monde, et c'est ainsi que les fuseaux horaires furent créés. Pour vous dire que les fuseaux horaires ont été créés que en 1885-87. Ce qui est quand même assez récent. Alors nous, on se dit, le temps, ok, ça c'est des notions qui ont été implantées par l'homme, qui ont été créées par l'homme pour la facilité, mais quand même le temps passe, et le temps passe
de la même manière, je dirais, pour tout le monde, et c'est immuable pour tout le monde. Eh bien, certains scientifiques et certains grands scientifiques n'ont pas trouvé ça tellement évident. Et cette évidence, en fait, a été remise en question par une simple observation qui a été faite par Einstein et Newton, qui ont eu cette impression que celui qui reste immobile à un endroit et qui attend que les minutes passent, ces minutes ne vont pas passer de la même façon que quelqu'un qui se déplace dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a vécu, que tout le monde a ressenti. Quand vous devez attendre quelqu'un ou quelque chose en attendant, en ne pouvant pas bouger, par exemple, déjà juste devant votre micro-ondes, que vous attendez ces 30 secondes ou cette minute qui passe pour prendre votre café, eh ben ça passe pas. Vous avez l'impression que ça stagne. Au bureau, la même chose. Quand vous êtes pressé, que la journée se termine et que vous n'avez plus rien à faire et que les minutes, elles passent très, très, très lentement, vous avez l'impression que le temps ne passe pas. Or, si, par contre, vous êtes occupé à marcher, à faire une promenade, à faire vos courses et que vous êtes en action, tout d'un coup, il y a le temps qui passe beaucoup plus vite. Alors, est-ce que c'est seulement une impression? Eh bien non. Bien sûr, nous, à notre petite échelle, c'est une impression, mais en fait, quand on regarde de beaucoup plus près, il y en a qui ont fait les expériences que je vais d'ailleurs vous dire, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'était pas le même temps qui passe pour tout le monde. Alors, un qui a décidé de voir scientifiquement si c'était le cas ou pas, ça a été un groupe de scientifiques. En 1971, il y a une expérience qui a été faite par Joseph Affalel et Richard Keating, qui a consisté à mettre des horloges astronomiques dans un avion qui allait faire le tour du monde en partant de l'ouest vers l'est. Une autre horloge astronomique qui a été mise dans un avion qui allait faire le même tour du monde, mais en allant dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Et la troisième horloge astronomique qui sert de témoin, qui reste à l'endroit de départ. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'une fois à l'arrivée, c'est-à-dire où les horloges arrivées de nouveau au point de départ ont été contrôlées, eh bien, celles qui avaient embarqué dans l'avion allant de l'est vers l'ouest avaient un retard de 270 nanosecondes. Bon, évidemment, ce sont des nanosecondes, mais il y avait quand même un retard. Alors, l'horloge qui avait été embarquée dans l'avion qui allait de l'ouest vers l'est n'avait pas le même retard, avait un retard que de 59 nanosecondes. On peut constater donc que, effectivement, le temps ne passe pas partout de la même façon. C'est-à-dire qu'une horloge qui reste à un endroit ne va pas avoir le même temps qu'une horloge qui se déplace. Et quand on se déplace, il y a un retard, plus ou moins marqué suivant la direction dans laquelle on va. Qu'est-ce qu'on constate là? Eh bien qu'en fait, le temps et l'espace ont un lien. Donc le temps n'est pas quelque chose d'absolu en lui-même, mais est quelque chose qui est en lien avec l'espace. Pour avoir une constatation beaucoup plus importante, il faudrait faire des distances beaucoup plus longues. Et là, évidemment, maintenant, ce sont des extrapolations scientifiques qui ont calculé que plus on s'éloignerait de la Terre et plus la notion de temps serait altérée. C'est-à-dire qu'on partirait de la Terre au moment présent, plus on s'éloigne de la Terre, et en fait, plus on irait donc quand on s'éloigne, plus on partirait d'un passé pour aller vers un futur. Par contre, si on fait le chemin inverse, c'est-à-dire que si on revient de très très loin dans l'espace et qu'on reviendrait vers la Terre, là, qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien, en fait, on reviendrait
d'un futur vers un passé. C'est un peu compliqué là à comprendre, mais vous allez comprendre beaucoup plus facilement par la suite. Donc maintenant, déjà, ce qu'on a compris, c'est que l'espace et le temps ont un lien. Maintenant, quand on va voir plus loin, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, si on ne veut pas prendre cette manière scientifique, on l'a déjà constaté pour nous-mêmes avec ce temps qui passe. Les enfants qui sont par exemple dans l'instant présent, eux n'ont pas cette notion encore de vieillir, de grandir, et ils profitent de l'instant présent. Ils ont un organisme qui va aussi beaucoup plus vite parce que aussi ils ne vivent que dans l'instant présent. Ils récupèrent beaucoup plus vite, ils ont des activités en général qui demandent beaucoup plus d'action qu'un adulte qui lui a déjà toute cette notion de passé, présent, futur, qui a déjà une notion assez figée dans le temps de vie, c'est-à-dire que l'expérience de vie, c'est pour lui, enfin, dans sa connaissance, dans son apprentissage, qui est limité, et donc il va tout rapporter à cette expérience de vie. Hein, comme on sait qu'on a par exemple 60 ans, 90 ans, 100 ans à vivre, tout ce que l'on va vivre va être rapporté à ces 100 ans de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour nous, 1 an de notre vie, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que 1 an de la vie de l'enfant, pour lui, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas encore cet apprentissage de temps qui passe et cet apprentissage par rapport à un temps déterminé. Alors maintenant, imaginons que notre point de vue n'est plus un point de vue de quelqu'un qui va vivre 100 ans, mais est un point de vue de quelqu'un qui va vivre 500 ans, 600 ans, 1000 ans. La notion du temps, tel qu'il le connaît, va être complètement changée par rapport à son expérience de vie et par rapport à ses apprentissages. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que notre façon de voir et d'interpréter le temps est très liée à ce qu'on a appris de lui et ce qu'on s'attend de lui. Notre apprentissage est que on est, on vit, et à un certain moment, cette vie, elle se termine par la mort. Et tout ça dans un laps de temps de 80-100 ans. Maintenant, si on prend 10 ans de notre vie, suivant qu'on les prend à 20 ans, ça va être énorme parce que 10 ans représentent la moitié de la vie. Si on prend 10 ans quand on a 80 ans, ça a déjà plus du tout 80 ans ou même plus, ça n'a plus du tout le même sens. Ok, donc c'est déjà bien à comprendre ça. Maintenant, on peut prendre évidemment l'inverse pour une créature qui vit quelques jours, voire un mois. Cette notion du temps va être vécue tout à fait différemment et va être perçue tout à fait différemment parce que le physique, la matière s'adapte à cette période de temps. Pour mieux comprendre, prenons par exemple la vie d'une mouche. Hein, la vie d'une mouche, c'est un peu plus d'un mois, c'est dans les 30 à 40 jours. Évidemment, si on lui dirait, si on pourrait communiquer avec une mouche 10 ans, ça représenterait absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que 10 ans, ça veut dire une éternité. Pour elle, ça représenterait 120 générations. Autrement dit, ça voudrait rien dire du tout. Si on prend de nouveau à son niveau, il faut savoir qu'une seconde, c'est énorme. Pourquoi? Parce que tout son organisme est fait pour aller beaucoup plus vite. Vous savez que la mouche elle a des très très grands yeux et en fait toutes ces facettes d'yeux peut capter 300 images par seconde. C'est pour ça que dans ses réactions, la mouche sera toujours beaucoup plus rapide que nous. Pourquoi? Parce que pour elle, une seconde, ça correspond à 300 images. Donc elle a le temps de voir ce temps d'une seconde, je dirais, au ralenti. Hein, par exemple, le temps que nous, on approche notre main pour attraper la mouche, ça peut être en 1 ou 2 secondes.
pour elle, ça représente 600 images. Donc c'est comme si on lui passait un film de quelques minutes devant les yeux. À savoir, pour vous avoir une comparaison à faire, c'est qu'un film qu'on connaît à la télévision, il passe à peu près 24 images par seconde. Hein, donc la mouche, elle capte 300 images par seconde. Donc vous voyez comme le temps je dirais, est influencé par notre capacité à le comprendre et par la manière dont nous on le vit par rapport à notre temps qui nous est donné dans la matière. Alors, donc cette notion de temps maintenant, on comprend bien qu'elle est plus intrinsèque, qu'elle dépend de cet espace, donc nous allons approfondir un peu les notions d'espace. Alors nous prenons l'espace en général très concrètement, c'est une ligne qui part d'un point qui va à un autre, c'est éventuellement une distance avec un point de départ X, un nombre de kilomètres, une largeur, voilà, c'est quelque chose de bien défini qu'on peut imaginer, assez fixe, immuable, qui va souvent, on le dessine souvent sur une ligne droite, qui a un début, qui a une fin. Même si cette ligne elle est infinie, on a toujours l'impression quand même qu'elle commence quelque part et qu'elle finit quelque part. Alors on a souvent pris cette notion d'espace comme quelque chose de plan, avec, je dirais, très peu de relief. Pour cet espace, quand on parle justement d'espace de l'infiniment grand, c'est-à-dire de notre espace où la Terre se trouve, on l'imagine souvent comment? À peu près comme une feuille de papier. Hein? Quand on voit les représentations et tout ça, c'est souvent au niveau, voilà, on a l'espace et puis on a des petites choses qui se promènent dessus, qui sont les planètes, les galaxies, les systèmes solaires, etc. On avait l'impression que cet espace a une fin. À un certain moment, on a dit que l'espace était infini, qu'il n'y a pas vraiment de fin. C'est discutable. Maintenant, on commence à savoir qu'il y a une fin, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, dans cet espace qui est assez plane, il y a des distances très très grandes entre un point et un autre qu'on a défini par les années-lumière. Ok. Alors pour nous et les scientifiques, ce voyage dans l'espace était évidemment très très difficile. Pourquoi? Parce que ça voulait dire des distances très très grandes. Comment parcourir une distance très très grande avec nos technologies et notre savoir, c'était quasi impossible. Sauf que certains scientifiques se sont dit, oui, mais si cet espace n'était pas plat et qu'en fait, il y aurait moyen de, par exemple, courber l'espace. Et que entre ce point A et ce point B qui était très éloigné dans le temps, si on arrive à courber le temps, en fait, cette distance se raccourcirait très fort. Voilà, alors cette courbe et ces déformations, en fait, ont été trouvées suite à des calculs aussi scientifiques. Plusieurs théories ont été émises et c'est ce que je vais maintenant parler de ça. On a en fait comment les scientifiques sont venus à rechercher ces courbures d'espace et que cet espace en fait n'était pas aussi fixe qu'on le pensait. Et qui n'était pas vide non plus, puisque c'est vrai qu'on croit toujours qu'entre les planètes, comme on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. En fait, c'est venu assez simplement, je dirais, par une constatation où les scientifiques, regardant le ciel, ont quand même remarqué que tout ce qui était dans ce qu'on appelle notre espace ne dégringolait pas, ne changeait pas de place brusquement, qu'il y avait quand même un équilibre et des formations qui restaient. Or, si effectivement il n'y a absolument rien, comment cet équilibre peut subsister? Alors, je crois que c'est de nouveau Albert Einstein qui a émis l'hypothèse que dans cet espace, il devait avoir de l'énergie, que ces énergies seraient des ondes et que la gravitation serait
une forme, enfin, ou une résultante d'onde. En fait, ça a été constaté en fait très récemment, ça n'est plus une théorie, c'est en fait depuis 2016 et depuis 2017, on a effectivement constaté des ondes gravitationnelles dans l'espace. Alors ces ondes ont pu être constatées suite à, je dirais, la rencontre de deux trous noirs qui a fait une explosion énorme et qui a effectivement créé ces ondes constatables. Alors comment cette gravité fonctionne et comment cette courbure de l'espace a pu être constatée? En fait, assez simplement. Imaginez que l'espace est un grand drap que vous avez bien tendu en l'air, que 4 personnes tiennent, qui est bien tendu. Au milieu de ce drap, vous mettez une boule de bowling. Qu'est-ce qui se passe? Le drap n'est plus bien tendu, il y a une courbe qui se forme. Okay. Alors, cette courbe, en fait, si vous mettez encore une plus petite roue qui tourne autour, une bille qui a quand même un certain poids pour rester dans un champ précis au bord du trou formé par le poids de la bille de billard, si c'est exactement bien équilibré, cette bille continuera à tourner autour de ce trou exactement en équilibre. C'est en fait ce qui explique pourquoi un système solaire fonctionne comme il fonctionne et pourquoi il reste comme il reste. Il y a un centre, par exemple chez nous qui est le Soleil, qui a une masse assez forte pour courber l'espace, pour former ces ondes, ou ce rebord. En fait, il n'y a pas qu'un seul rebord, puisque chaque masse forme son petit rebord qui est une onde, et va permettre à ces masses différentes d'évoluer autour de lui dans un respect d'un schéma, je dirais immuable, presque immuable. En fait, il n'est pas immuable, mais à notre portée, il semble comme ça. Donc cet espace de la courbure de l'espace-temps, qui forme une onde gravitationnelle, en fait cette onde peut être aussi comprise, par exemple si vous prenez le miroir d'un lac. Un lac très paisible, la surface est complètement plane, il n'y a absolument aucune ride, aucune vague sur elle. Vous allez jeter un caillou à la surface, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un trou où il y a le caillou qui tombe, et puis ça va faire une onde de choc. L'onde, on peut comparer ça quand il y a quelque chose qui apparaît dans l'espace-temps, ça forme des ondes qui se propagent. Vous allez aussi mieux comprendre par la suite. Donc nous avons cette onde qui évidemment, comme c'est là depuis déjà un certain temps, elle se propage et crée une certaine expansion. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que les scientifiques ont constaté que l'univers est en expansion. Or ils se disent, à un certain moment, cette expansion, elle doit s'arrêter. S'il n'y a rien qui bouge dans cet univers, l'univers va à un certain moment se rétracter, freiner la vitesse d'expansion, se rétracter pour revenir à son origine. Cette théorie est partie de quoi? Elle est partie simplement d'une constatation faite sur la Terre. Quand vous lancez une balle exactement à la verticale, cette balle va monter à une certaine vitesse, à un certain moment elle va freiner sa course et elle va redescendre pour arriver à son point de départ. Si vous l'avez lancée exactement à la verticale, elle reviendra à son point de départ. Or, il constate qu'avec l'univers, ça n'est pas le cas. Donc, depuis le temps qu'on l'observe, l'univers est toujours en expansion. L'explication, il y a une explication, ils ont trouvé une explication après plusieurs théories. Ce serait que, en fait, je vais vous l'expliquer après. Comme ça, vous aurez un peu plus de compréhension de cet espace et de ce qui se passe dans cet espace en dehors de la Terre. Ça vous viendra plus clair avec toutes ces explications. Alors,
dans cet espace, donc, on trouve des galaxies, on trouve des systèmes solaires et on trouve aussi des trous noirs. Ces trous noirs, ça a longtemps intrigué tous les astronomes, les physiciens, tous ceux qui scrutent le très loin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inexplicable, bien qu'on commence à expliquer. Il y a de nouveau des théories très intéressantes à son sujet. En fait, c'est une portion de l'univers qui a une masse très très grande, qui attire tout ce qui passe assez proche de lui, et une fois que l'objet est attiré dedans, on ne sait pas ce que ça devient. Alors, il y a Philippe Guillemont qui a donné une théorie très intéressante sur ces trous noirs, qui les a étudiés, je dirais, d'un peu plus près. Et en fait, il a remarqué, une de ses théories, c'est que au bord de ce trou noir, il y aurait une telle force de rotation que le temps et l'espace n'existent plus. En fait, il y a une dilatation tellement énorme de ce temps que le temps viendrait à être figé, que le temps ne s'écoulerait plus. C'est un peu comme on l'a vu, plus on s'éloigne de la Terre et plus le temps est différent. Donc par exemple sur la Terre il va passer 100 ans, alors que quelqu'un qui s'est éloigné de la Terre à quelques milliers de kilomètres, voire un peu plus, il y aura peut-être que 10 ans qui se seront passés. Pourquoi? Parce que plus on s'éloigne d'un objet avec une certaine densité, plus le temps se dilate, il y a une dilatation. Donc au bord de ce trou noir, il y aurait une telle dilatation du temps que le temps n'existerait plus et que l'espace, en fait, l'espace et le temps se confondraient, c'est-à-dire que tout serait absolument absorbé dans cette forme-là. Et en fait, ça ne disparaît pas, mais c'est désintégré à sa plus simple formation. C'est-à-dire que tout ce qui est matière n'existe plus et ce trou noir retiendrait que l'information. Ce serait en fait comme une sorte d'énorme enregistreur galactique ou du système solaire. Je ne sais plus très bien qui a dit que dans chaque galaxie au milieu il y a un trou noir. En fait, ce trou noir serait la mémoire de ce bout d'espace dans lequel il évolue. Alors, on peut très bien imaginer que si le trou noir, il emmagasine toutes les informations dans l'instantané, puisque le temps n'existe plus, Philippe Guillemont, lui, fait une petite comparaison avec en fait ce qu'on appelle les annales akashiques. Que ce qu'on appelle les annales akashiques, qui serait justement cet amalgame d'informations sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, et peut-être même ce qui se passe dans le futur, ce serait en fait l'accès au bord de ce trou noir, où à l'intérieur de ce trou noir, comme la matière n'existe plus, il n'y aurait plus qu'une sorte de savoir, une conscience qui serait là, et ce serait l'omniscience, c'est-à-dire le savoir du tout dans l'instantané, puisque, je rappelle, le temps n'existe plus et la matière n'existe plus. C'est une de ces explications que j'ai trouvée très très intéressante là-dessus. Il y a eu bien sûr d'autres hypothèses, mais qui n'ont pas été retenues. Par exemple, comme il y a eu des expériences faites en laboratoire pour reproduire les conditions du trou noir, où ils créaient dans un liquide une espèce de vortex. Effectivement, au bord de ce vortex, à très grande vitesse, tout disparaît à l'intérieur. Mais ils ont remarqué que au bout de cet entonnoir, à un certain moment, ça se rejoint en pointe et il y a l'effet inverse qui se crée. Ils ont appelé ça le trou blanc. Or, dans l'espace, il n'y a jamais personne qui a pu observer à quelconque endroit cette espèce de trou blanc. Donc, on abandonne un peu cette théorie qui n'est pour le moment pas observable. En fait, ce trou blanc, ce serait quoi? Ce serait la restitution de tout ce qu'a englouti le fameux trou noir. Bon, on n'a jamais trouvé non plus pour le moment
de matière qui sortirait de quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout ça entraîne en fait une autre optique qu'on verra un peu plus loin, qui sont les vies parallèles, les multivers ou les univers parallèles aussi. Alors, on parle après des trous noirs aussi. Ah non, pardon. Avec donc ce fameux trou noir qui est la conscience à l'état pur, puisqu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de temps. Alors lui, il dit aussi, c'est aussi une explication qui pourrait intervenir, par exemple, dans ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Qu'est-ce qui se passe dans une expérience de mort imminente? C'est la conscience ou l'âme qui est hors du corps, donc qui n'est plus dans la matière, ce qui permet à cette conscience d'évoluer tout à fait autrement que dans la matière. Déjà, comme elle est plus matière, elle peut traverser la matière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expérienceurs, enfin de personnes qui ont fait ces expériences-là, qui arrivent à traverser les murs, à traverser les portes sans les ouvrir, à aller d'un endroit à l'autre dans l'instant T. Pourquoi? Parce que la matière n'existe plus. Quand la matière n'existe plus, l'espace n'existe plus. Et comme la matière et l'espace n'existent plus, la notion du temps n'est plus du tout la même non plus. Comme on a bien vu que l'espace et le temps en fait sont liés, et bien, une fois qu'on supprime un de ces facteurs-là, les autres facteurs tombent aussi. Évidemment, ça remet un peu toutes les anciennes notions de science un peu de côté, mais c'est pour ça que la science évolue. Donc ces expérienceurs-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se retrouvent dans un état de conscience absolue. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors de tout. Et en fait, par leur simple, je dirais, volonté de penser, ils peuvent se déplacer dans l'instant T. Ça a été relaté d'ailleurs plusieurs fois qu'une personne pensait à quelqu'un de sa famille qui se trouvait là à des dizaines de kilomètres et qui, dans l'instant où elle a pensé, se trouvait exactement à côté de la personne qui se trouvait à 30, 40, 50 kilomètres de là, voire plus. Ça explique aussi toutes les possibilités de traverser la matière sans aucun effort. Alors, donc, on comprend un peu mieux aussi l'accès ou la possibilité qu'auraient les personnes qui, dans un certain état où ils se séparent de leur corps, ce qu'on appelle aussi les sorties hors de corps, mais en fait, je pense que c'est aussi simplement un changement de vibration, d'onde, qu'on peut rejoindre les informations passées, les informations présentes et éventuellement de futur, une fois qu'on se libère de ce qui est matière délimitée et de ce qui est temps. Alors, les fameux anomalies, bien qu'ils sont pas, c'est pas des anomalies de l'espace, il y a, on a vu les trous noirs. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les trous de verre. Les trous de verre, vous en avez sûrement entendu parler. En fait, on n'est pas arrivé à les prouver pour le moment, mais il y a des théories qui sont assez bien mises au point. Entre autres, il y a Stephen Hawking qui a émis cette théorie des trous verts justement après avoir étudié les trous noirs dans les années 70 et qui est un résultat de l'étude des équations de la relativité générale émises par Albert Einstein. Ces trous de verre, en fait, il y a deux grandes explications. Ce serait, dans les deux explications, une sorte de raccourci qui passe d'un point à un autre de l'univers sans passer par la distance qui sépare les deux. Alors, une des explications, c'est par exemple que l'entrée d'un de ces trous de verre serait un trou noir. Alors, le trou noir ayant une telle force d'attraction où rien ne peut y échapper et tout est aspiré, l'information serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, attirée là-dedans et ça les amènerait quelque part d'autre. Alors, c'est quelque part d'autre, comme on ne l'a jamais trouvé, ils ont
décidé d'abandonner un peu l'idée. Et puis pour finir, l'idée est venue par une étude tout à fait différente, qui est l'étude de l'infiniment petit. Là, on était dans l'espace et dans l'infiniment grand. Maintenant, on va se plonger dans l'infiniment petit. En fait, en allant de plus en plus loin dans les observations de l'infiniment petit, les scientifiques se sont rendus compte qu'au lieu de trouver, je dirais, un univers très bien rangé, où tout est, correspond à des lois bien strictes et tout est nickel et correspond à tout ce qu'on connaît, ils ont remarqué que plus on allait dans le petit, et plus il y avait une sorte de chaos organisé qui apparaissait. Alors tout ça a commencé très simplement par un faisceau de lumière qui traverse un prisme, et qui tout d'un coup, au lieu de devenir ce faisceau de lumière, s'est décomposé et est devenu cette couleur. Alors comment quelque chose qui est bien concret, uni, qui nous parvient toujours sous la forme de lumière, tout d'un coup passe par quelque chose et se divise. On reviendra un peu plus tard avec les photons, mais de là a commencé à trotter, je dirais, dans le cerveau des scientifiques qui ont commencé à analyser l'infiniment petit. Alors ça a commencé par les électrons. Les électrons, c'est quoi? C'est ce qui compose un atome de matière. Il y a un noyau et puis un électron qui évolue toujours en orbite autour de ce noyau qui crée la matière. Sauf que ils ont remarqué que cet électron effectivement évolue en orbite autour du noyau quand ils ne sont pas chauffés ou excités. Ils ont chauffé des électrons. Qu'est-ce qu'ils ont constaté quand ces électrons sont chauffés, c'est-à-dire excités? C'est qu'à un certain moment, ils disparaissent de leur orbite et ils apparaissent autre part. Alors ils ont regardé ça de plus près, ils se sont dit, ok, il y a un passage d'un orbite à l'autre, ça se fait dans l'espace, il doit avoir une trace énergétique dans l'espace. Sauf que il n'y a absolument aucune trace d'énergie de l'endroit où ils disparaissent à l'endroit où ils apparaissent. C'est-à-dire qu'ils ont appelé ça le saut quantique. Quand les électrons deviennent chauffés, ils ont la capacité, à un certain moment, de faire ce saut, c'est-à-dire de disparaître de où ils étaient pour réapparaître à un autre endroit sans qu'il y ait aucune trace entre les deux, sans qu'il y ait aucun lien entre les deux. Pour essayer de voir un peu mieux comment se passe ce saut quantique, ils ont décidé de faire d'autres expériences et il y a notamment une expérience qui a retenu leur attention, c'est ce qu'ils appellent l'expérience des fentes. Qu'est-ce que c'est cette expérience de fente? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il y a un fond uni. À une certaine distance devant, ils ont mis un panneau avec deux fentes. Et puis, ils ont décidé d'envoyer des électrons par ce panneau. Qu'est-ce qui se passe? Les électrons, soit ils cognent au milieu où il n'y a pas de fente, donc il n'y a rien qui se passe, soit ils passent à travers une des deux fentes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on jette, par exemple, des balles à travers un panneau avec des fentes? Eh bien, les balles vont aller cogner le fond et vont laisser des traces à peu près similaires aux fentes qu'elles ont passées. C'est-à-dire que si les deux fentes sont parallèles, les balles qu'ils ont passées par les fentes vont laisser une trace sur le fond qui va être parallèle et qui vont correspondre aux fentes qu'elles ont traversées. Ce qui s'est passé avec les électrons, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils sont venus, donc ils ont lancé cette machine à lancer des électrons, ils ont vu que le fond, en fait, était rempli d'une série de fentes parallèles. Non pas deux, comme c'était prévu, puisque sur le carton par où devaient passer les électrons, il y avait deux fentes parallèles. Donc, ils n'ont pas trouvé
deux parallèles sur le fond, mais une multitude de lignes parallèles. Donc ils ont décidé de regarder à peu près comment ça se passait, pourquoi ces électrons donnaient ce schéma-là. En étudiant le schéma donc, du fond de ces lignes parallèles, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'en fait, ces lignes correspondaient à ce que laisseraient des ondes. Donc, si on passe des ondes par les deux fentes, chaque fente va créer, je dirais, une ligne d'onde fendue, enfin fendue, en fait deux lignes d'onde qui à un certain moment vont se croiser. Ces lignes d'onde, en se croisant, forment de nouvelles perturbations qui font qu'au bout du compte, elles vont laisser des traces qui vont être plusieurs lignes parallèles. Ils se sont dit, mais quand même, un proton n'est pas une onde. Un proton est quelque chose, est une particule, donc c'est une matière. Comment une matière peut se conduire comme une onde? Donc ils ont décidé de regarder ce qui se passe juste après les deux fentes. C'est-à-dire d'observer le comportement de l'électron une fois passé ces deux fentes jusqu'au fond. Et là, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que le temps qu'ils observaient, eh bien, les photons ne se sont plus comportés comme des ondes, mais ont laissé que deux traits parallèles sur le fond et se comportaient donc comme une particule. Ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'en fait, l'observateur avait une influence sur cette matière-là que sont les protons. Donc, suivant où l'observateur regarde ou ne regardait pas, la manifestation, je dirais, de ces protons a changé. Ce qui a entraîné d'autres expériences pour montrer est-ce que une intention, un observateur peut effectivement influencer la matière. Il y a eu donc une expérience qui a été menée par René Posch qui a consisté à prendre des poussins et des robots. En fait, un poussin, il savait que les poussins prend pour sa maman et suit la première chose qu'il voit en dehors quand il sort de son œuf. Donc les poussins ont été mis directement à leur sortie d'œuf avec des petits robots. Qu'est-ce qui se passe? Le poussin a commencé à suivre ce petit robot comme si c'était sa mère. Donc ils ont mis il y a eu plus de 2500 poussins, je dirais testés lors de plus de 600 expériences, qui ont montré quoi? Ils ont montré tout simplement sur un grand support qui pouvait suivre, le petit robot a eu un marqueur sur une planche vitrée pour qu'il n'y ait pas d'accident et ils ont marqué les déplacements de ce petit robot avec le poussin. Les déplacements étaient complètement aléatoires, il n'y avait pas de schéma précis, on n'a pas trouvé un endroit qui était plus fréquenté qu'un autre, c'était vraiment un hasard. Au bout d'un certain temps, ils ont enlevé le petit poussin du contact direct avec le robot. Ils ont placé ce petit poussin dans une petite cage plus petite, mais qui avait la possibilité encore de voir son robot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remarqué que tant que le poussin était séparé du robot, le robot avait tendance à venir beaucoup plus souvent proche de la cage où se trouvait le petit poussin. Or, les calculs de probabilité ont montré que le résultat obtenu était 2 fois supérieur au calcul de probabilité qui avait été fait. C'est-à-dire qu'en probabilité, on calcule le nombre de possibilités qu'il y a que ça arrive. Le fait, dans la réalité, que ce soit 2 fois plus élevé, montre que ça n'est plus du hasard. Ça veut dire qu'il y a bien une force, il y a bien quelque chose qui a influencé le robot à revenir plus souvent vers le poussin. Et les scientifiques pensent que le poussin, ayant la volonté de rejoindre le robot, aurait par une intention assez primaire émis des vibrations tout simplement qui avaient une certaine influence sur les puces du robot et qui attiraient le robot à venir plus souvent vers le poussin. C'est sur cette constatation-là que
par exemple, Émile Coué a mis sa méthode de répétition de pensée positive en action. Hein. Il s'est dit, ben, comme il y a eu des expériences qui montrent que l'intention ou l'observateur peut avoir une influence sur la matière, alors pourquoi la pensée répétitive n'aurait pas une influence sur ce qui est une réalité, disons, un futur possible. C'est en fait maintenant de plus en plus exploité dans certaines méditations audio guidées ou c'est les fameuses aussi, je dirais, musique biorénale ou les biofeedbacks ou les musiques qui sont faites avec des hertz bien précis. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on a bien constaté que l'onde émise a une influence sur la matière. Et donc, une certaine onde émise à répétition va finir par créer une certaine réalité ou une certaine potentialité. Suite à ça aussi, on a donc parlé des protons, on revient aux photons de la lumière, hein, à cette fameuse lumière qui se divise. Là aussi, ils ont remarqué une particularité, c'est que dans les photons, il y a ce qu'ils ont appelé l'intrication. C'est-à-dire que des photons qui sont issus d'une même source peuvent être séparés de dizaines, centaines de kilomètres. Il va avoir une correspondance instantanée des informations. En fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, je pense que c'était en Amérique, où ils ont décidé de séparer des photons. Ça a été fait, je crois, lorsqu'ils ont fait des expériences de transmission de pensée, de télépathie, où donc ils ont séparé ces photons. Ils ont mis sur des bases éloignées, je ne sais plus, c'était je crois quelques centaines de kilomètres. Ensuite, ils ont envoyé au premier photon un changement d'information et ils ont remarqué que quasi instantanément, ce changement avait lieu sur les autres photons, sans que aucune énergie ne soit détectée de nouveau d'un photon à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une information reçue, je dirais, à une molécule qui est connectée à d'autres molécules, va le transmettre instantanément à toutes les molécules qui partent de la même source. Ce qui expliquerait un petit peu comment fonctionne en fait le vaudou. Hein, les fameuses poupées vaudou, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'apporter quelque chose qui a appartenu à la personne auquel vous voulez jeter le sort. Hein, donc c'est en fait la connexion de départ. Et tout ce qui va se passer sur cette poupée vaudou, si la personne ne change rien à sa structure à elle, à sa vibration à elle, va recevoir tous les changements. Donc c'est ce qui expliquerait que certains actes marchent. Hein, donc par exemple, si dans la poupée vaudou on enfonce une aiguille dans la tête, la personne concernée va commencer à avoir de grosses douleurs à la tête. Je dis bien, sauf si la personne effectue un changement. Pourquoi? Parce que s'il y a un changement de vibration, hein, les deux éléments ne vont plus se reconnaître, ne vont plus pouvoir se connecter et donc l'effet va être coupé. Donc ça a été les expériences faites par les photons. Alors, on comprend bien maintenant pourquoi comment l'intention peut agir sur la matière. Alors, j'ai dit aussi à un certain moment que l'univers a une fin. En fait, ça a été trouvé très récemment, ça a été constaté par la NASA, qui aurait fait une découverte que la fin de notre univers se trouverait à 13 milliards et des d'années-lumière. Mais qu'est-ce que ça entraîne s'il y a une fin d'univers? C'est que, en fait, il pourrait y avoir une multitude d'univers, ce qu'on appelle les multivers. Ces multivers viennent de plusieurs théories scientifiques.
Alors, la première théorie est celle que je vous ai expliquée. Il y a eu en fait un Big Bang, bien que ce Big Bang qu'on pensait être l'énergie primordiale n'est pas l'énergie primordiale. Pour le créer, il a fallu une énergie. On n'a pas encore trouvé, mais c'est un point de départ. Donc, ce Big Bang a créé une expansion de l'énergie avec une création de matière. Cette énergie est toujours en expansion. Cette expansion ne se freine pas, ça continue. Comment ça peut continuer? Alors, la première explication est assez simple en fait. C'est que dans cette expansion, ce vide qu'on avait l'impression qu'il y a entre les galaxies, entre les planètes, n'est pas du vide. Il y a bien une énergie, il y a bien des ondes. Une de ces constatations des ondes est par exemple le changement de cap très léger mais comment significatif de la base internationale orbitale, hein, donc qui est dans l'espace, qui tous les X doit être remis sur son orbite parce que effectivement il y a une déviation. Hein, or on pourrait dire si elle est dans l'espace, il n'y a rien, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Donc elle devrait rester toujours sur la même orbite indéfiniment. Bon, elle n'est qu'à 300 et des kilomètres de la planète, donc on peut imaginer que la planète exerce encore une certaine attraction et donc il y a ce changement-là. Mais ça n'est pas quand même assez pour expliquer que toutes les planètes et toutes les galaxies restent plus ou moins à la même distance ou s'expansent. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis qu'ils ont vu que ces deux trous noirs ou qu'il y a des planètes qui explosent, donc elles se rencontrent et ça explose, qu'est-ce que cette explosion engendre? En fait, ces explosions engendrent une poussée d'énergie. Hein, et cette poussée d'énergie, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Une extension. Alors, pour mieux comprendre, imaginez que vous prenez un récipient. Dans le récipient, vous mettez une balle, vous remplissez ce récipient à ras-bord, hein, vraiment à ras-bord. Vous essayez de rajouter une deuxième balle. Qu'est-ce qui va se passer? Cette deuxième balle va faire déborder l'eau du vase. Pourquoi? Parce que cette deuxième balle a créé un surplus d'énergie qui fait que hop, ça a besoin de s'étendre. Donc ça, ce serait en fait une des explications qui serait à l'origine de l'expansion toujours permanente de notre univers. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au moment de ces frictions, hein, de ces expansions? Il y a des expansions qui ne sont pas visibles. Pourquoi? Ça reviendrait à l'explication de la friction des électrons qui sont excités et qui font un saut quantique. Hein, donc, au moment de cette explosion, il n'y a pas nécessairement quelque chose de visible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le concret de cette explosion apparaîtrait ailleurs, apparaîtrait dans un monde parallèle ou dans un univers parallèle. Alors, la deuxième théorie de ces univers parallèles, ce serait quoi? Ça provient en fait de la théorie des cordes. À nouveau, nous partons dans l'infiniment petit, où en étudiant de plus en plus l'infiniment petit, on a vu donc des neutrons, des protons. Qu'est-ce qui compose ces neutrons et ces protons? C'est ce qu'on appelle des quarks. Alors ces quarks eux-mêmes ont été étudiés et en fait ces quarks eux-mêmes sont quoi? C'est une composition de cordes. Ces cordes, en fait, pourquoi on a appelé cordes? Parce que ça ressemble en fait à une sorte de corde, de ligne qui s'enroule ou qui a des vibrations tout à fait particulières. En fait, il n'y a rien d'harmonieux. C'est une sorte de chaos vibratoire. Alors c'est assez intéressant parce que justement on pensait, enfin les scientifiques pensaient que plus ils allaient dans l'infiniment petit, plus ils allaient trouver des choses très structurées et explicables scientifiquement. Et en fait c'est tout à fait le contraire qu'ils ont trouvé.
C'est-à-dire que plus ils vont dans l'infiniment petit, moins de matière il y a, de plus en plus d'espace il y a, et de plus en plus, je dirais, le peu de matière qu'il y a se comporte de façon chaotique. Alors, ils ont étudié ces vibrations de cordes et ils se sont rendus compte que les dimensions comme on les connaît, nos fameuses 3 dimensions, ne sont pas du tout satisfaisantes pour expliquer ce qui se passe dans cet infiniment petit. D'ailleurs, on peut assez bien l'imaginer si on prend un simple câble, voilà, un câble comme on le voit de l'extérieur, ben c'est lisse, c'est rond, c'est assez uniforme. Vous allez mettre ce même câble-là sous un gros microscope. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en fait, c'est un tissage de fibres. Si vous agrandissez encore un peu plus, vous allez voir qu'entre chaque fibre, il y a un espace. Qu'en rentrant à l'intérieur de cet espace, vous allez encore trouver d'autres fibres, aussi avec des espaces. Bref. Cette matière que vous prenez comme quelque chose de très concret, massif, est en fait un énorme vide avec un peu de matière. Alors, évidemment, les scientifiques ne vont pas se limiter à ça, ils vont faire des calculs. Avec ces cordes et ces vibrations de cordes, ils ont essayé de calculer leur possibilité de variante, c'est-à-dire la variabilité des possibilités de vibration de ces cordes. Et ils sont trouvés à quelque chose de tout à fait ahurissant, c'est que ces variabilités s'élèvent à 1 la puissance 500. C'est-à-dire qu'il y a 1 avec 500 zéros derrière de possibilités différentes de vibration pour ces cordes. Et cette chose-là, en fait, ce calcul-là tombe très très bien. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ces cordes qui n'ont pas beaucoup de masse, puisqu'elles sont très très petites, elles ont quasi une infinité de possibilités. Or, quand on va dans l'infiniment grand, dans notre espace galactique universel, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi. C'est-à-dire très très peu de matière, et malgré tout un équilibre incroyable, et donc une possibilité aussi de diversité tout à fait incroyable. Ce qui veut dire, ce qui amène un peu les scientifiques à venir à une troisième explication, qui est la densité de la matière noire. Cette matière noire est cette matière qu'on ne voit pas dans l'univers, qui n'a quasi pas de densité, mais qui est quand même tout à fait forte et qui a tout à fait la capacité pour donner les conditions favorables à la constitution de la matière, à une fois que cette matière est constituée, à garder un certain équilibre dans ce qu'elle a créé. Cette matière constituée provient après, forme des planètes, forme des soleils qui à leur tour vont faire partie de systèmes solaires, de galaxies, etc. Et ils ont remarqué que en fait cette faible densité de vibration des cordes correspond tout à fait à ce qui se passe dans l'univers. Si les cordes ont ce 1/500 avec à la puissance 500 de possibilités différentes, il peut tout à fait y avoir cette même possibilité d'univers parallèles. C'est-à-dire que ces univers parallèles, ce serait quoi? Ce serait le résultat de sauts quantiques, qui serait aussi le résultat en fait de nos propres vécus et changements de décision. Hein, puisqu'on a vu que notre pensée, la conscience pouvait influencer la matière, il n'est donc pas du tout improbable que notre décision du moment affecte forcément notre avenir, mais aussi influence notre conscience propre dans un univers parallèle. Alors, on a un peu terminé avec tout ce qui est scientifique. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, on comprend très très bien maintenant
comment on peut, je dirais, se connecter à des informations passées, parce que les informations passées, présentes, futures sont en fait des énergies inscrites dans les énergies, dans les vibrations, sous forme de vibrations. Donc il suffit de caler sa vibration mentale hors physique pour recevoir certaines informations. On peut, donc les informations passées, présentes, certains les appellent les annales akashiques. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance souvent à aller dans le passé pour expliquer le présent, pour pouvoir mieux connaître notre présent et influencer notre futur. Pour nous, prévoir le futur est beaucoup plus difficile, ce qui est tout à fait logique d'après ce qu'on a vu, puisqu'il n'y a pas un seul futur possible, mais une multitude de futurs possibles. C'est-à-dire que le seul qui peut être certain de son futur, ça n'est que le présent maintenant qui décide de créer son propre futur. Et encore là, dans ce futur-là, suivant qu'on va prendre telle et telle décision, il va y avoir des différentes possibilités de futur. C'est pour ça que, en dehors de certains événements bien précis, il est très difficile d'établir un futur concret à long terme. Justement à cause de ces vies parallèles ou à cause de ces univers parallèles. En fait, le chamanisme a été un peu plus loin dans ses recherches, dans ses expériences. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Lui, il a changé d'optique en disant, nous, on ne voit pas la vie, je dirais, on ne la comprend pas sous forme linéaire, comme les Occidentaux ont l'habitude de comprendre, mais plutôt comme une boucle. D'ailleurs, on retrouve souvent dans les cultures anciennes le symbole du serpent qui mord sa queue, ou bien un symbole de retour à soi, de dragon qui revient aussi à l'origine. Pourquoi? Parce que lui, il dit, en fait, on naît, on vit, et la mort, c'est une renaissance. C'est peut-être pas une renaissance physique, mais c'est une renaissance ou une continuité de la conscience. Alors cette boucle, on la retrouve aussi dans ce qu'on appelle la boucle temporelle, qui serait en fait à un point donné, on décide de créer un futur, donc on va envoyer des intentions pour qu'il crée le futur, ça va créer le futur, et de ce futur, à la limite, si je veux revenir à l'origine, je pourrais toujours revenir à l'origine, qui n'est que le moment où j'ai pensé à créer ce futur. Jamais avant, puisque le futur qu'on va connaître ne dépend que de cette décision-là. Donc ça crée ce qu'on appelle donc cette boucle temporelle. Alors ce chamanisme qui dit, ok, si la vie est une boucle, si moi j'ai la possibilité d'avoir une influence sur le futur, ça veut dire que je peux créer le futur et donc que je peux créer les synchronicités qui vont faire que ce futur qui n'est qu'une intention pour le moment devient quelque chose de concret. Alors ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont complètement oublié, mais qui en fait existe partout dans les grandes cultures anciennes. On retrouve ça aussi bien chez les Égyptiens antiques, en Mésopotamie, en Orient, un peu partout. C'est pour ça aussi que, je dirais dans leur pratique, ils arrivent assez facilement à contacter le passé, mais aussi à contacter des énergies qui correspondent à l'être qui veut avoir des informations, et ainsi à prévoir certains futurs. Ils ont aussi la connaissance, je dirais, de plantes qui contiennent des énergies, qui leur permettent de se libérer de ce physique pour justement aller dans cet état de conscience qui les fait voyager dans autre chose. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les scientifiques purs et durs ont tendance à dire ça n'est que des hallucinations, ça n'est pas une réalité, ok. Alors ça a été aussi expérimenté. Une hallucination, on sait très bien que ça ne peut être que par une personne. Donc il n'y a jamais d'hallucination identique en groupe. Quand quelqu'un est, je dirais,
malade mental et qui a des hallucinations, il n'y a que lui qui a cette hallucination-là. Il y a eu des expériences chamaniques où, lors de méditation, différents expérienceurs qui étaient dans ce groupe-là se sont retrouvés à faire la même expérience. Donc, comment ça s'est fait? En fait, ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle Romuald Le Terrier, qui était très intéressé par l'étude du chamanisme et qui a été donc faire des expériences avec des chamans. Alors ils étaient en groupe, pas très nombreux, à justement élever leurs vibrations par diverses substances et tout ça, et à faire des expériences. Ces expériences, une fois qu'ils les avaient faites, ils ne les racontaient pas directement, hein, c'était souvent des visions qu'ils avaient lors d'une méditation collective, et ce n'est que le jour suivant ou le jour après qu'ils décidaient de le partager. Et lors d'une de ces méditations, il s'est retrouvé devant un vortex, ce cher Romuald, vortex qu'il a décidé de prendre. Il est monté, pris par le vortex, et à un certain moment de ce vortex lui apparaît quelqu'un qui le regarde un peu étrangement, qui lui dit « Ah tiens, t'es là aussi !» Et puis ils le perdent de vue, tous les deux happés par ce vortex. Et donc le jour suivant, ils se retrouvent en groupe et un des participants a dit « Ah oui, mais moi je t'ai vu dans ton vortex ». Alors Romuald, qui n'en avait pas parlé, se dit « Oui, effectivement, c'est toi qui es apparu dans mon vortex ». « Ah oui, mais je l'ai fait exprès, en fait, je suis venu t'attendre ». Donc là, ça n'est plus une hallucination, il y a bien quelque chose d'autre, puisque il y a eu une deuxième personne de la méditation qui est venue participer à la vision d'une autre personne. Donc c'est un vortex partagé, c'est déjà plus une hallucination, il y a quelque chose d'autre. Alors, je dirais d'autres études se font sur le sujet, c'est en Suisse, l'Institut des sciences de recherche néotique. Alors néotique, ça veut dire quoi? C'est toute l'étude et les théories de la connaissance et de la pensée. En fait, ils essayent d'étudier scientifiquement tous les états modifiés de conscience. Entre autres, les sorties hors de corps, ce qu'ils appellent ces expériences un peu bizarres. C'est évidemment très très difficile à prouver et à trouver. Pourquoi? Parce que très peu de gens peuvent faire des sorties hors de corps à volonté et sur commande avec tout un tas d'appareils autour de soi. N'empêche, ça a été fait grâce à un certain Nicolas qui, lui, depuis tout petit, a cette possibilité de faire des sorties hors de corps. Et en fait, il a apporté beaucoup de, je dirais, beaucoup d'apports scientifiques parce qu'ils ont pu démontrer que ce qu'ils voyaient était bien quelque chose de réel dans l'instant présent où il allait, alors que lui se trouvait tout à fait dans un autre endroit. Alors, on parlait aussi donc de ces dimensions, que les 3 dimensions auxquelles on connaît en fait ne sont pas suffisantes, et en fait ces dimensions pourraient être divisées en plusieurs autres dimensions. Par exemple, il y aurait 3 dimensions émotionnelles, une dimension qui correspondrait au jugement que l'on porte, une autre qui correspondrait au mental, c'est-à-dire au réseau de connexion et de déduction qu'on fait, à une autre dimension qui est purement énergétique, c'est-à-dire la conscience latente de soi. Il y aurait dans ces dimensions-là des piliers, chaque pilier correspondant à un état. Par exemple, le pilier de l'émotionnel, ce serait retrouvé dans ce qu'on appelle l'amour d'abord plaisir, et puis l'amour conditionné pour trouver en fait l'amour inconditionnel. Dans ce qui est le mental, qui est le réseau de connexion, on retrouverait le pilier qui est la connaissance, et dans l'énergie latente de soi, qui est en fait notre énergie propre.
Enfin, c'est assez compliqué, donc il détaille ces trois dimensions. Moi, ce que je trouve en fait très intéressant, c'est que ça va quand même toujours par trois. En fait, pour expliquer tout ce qui est encore inexplicable à l'heure actuelle, de plus en plus de physiciens sont d'accord pour dire qu'il faut ajouter des dimensions, que les dimensions telles qu'on les connaît ne sont absolument pas suffisantes et enfin, ne suffisent pas comme support à expliquer tout ce qu'on connaît. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis arrivée un peu à la fin. Je sais que c'était un peu compliqué de passer de l'univers très grand à l'univers très petit pour en fait trouver des explications, je trouve, tout à fait, enfin, qui ont une logique sur voilà, la possibilité qu'ont certaines personnes d'avoir des informations du passé, d'avoir une certaine influence sur notre futur ou dans la possibilité de créer son propre futur. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Je vais regarder s'il y a quelques questions. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant et même si on ne comprend pas tout, je trouve que ça permet à tous les scientifiques d'aborder ce qu'on appelle un peu le paranormal et tout ce qui est énergétique tout à fait différemment et que ça commence à avoir une base beaucoup plus justement scientifique et concrète, même si ça n'est que pour la plupart encore que des calculs et qu'il y a peu de réalisation. Mais on peut très bien imaginer que en fait tout ce qu'on prend maintenant pour anormal est en fait quelque chose de tout à fait normal et qu'en fait on a très mal abordé le sujet ou le problème. Comme ces visites extraterrestres que beaucoup qualifient comme impossibles à cause de ces déplacements temporels qui prendraient beaucoup trop de temps, est en fait maintenant tout à fait plausible puisque cet espace peut être courbé et que ces voyages peuvent être beaucoup plus rapides que ce qu'on pense. Jusqu'à maintenant, on s'est basé sur les théories d'Albert Einstein qui avait défini comme la vitesse de la lumière étant une vitesse qu'on ne pouvait pas dépasser. Mais cette vitesse de la lumière, c'était aussi lié à l'espace puisque c'est la vitesse de la lumière dans un espace. Or, si on supprime cette vitesse qui est un déplacement dans le temps, qu'on sait maintenant que l'espace et le temps sont liés et qu'il y a des endroits où cet espace-temps n'existe plus, on peut évidemment remettre cette limite d'année-lumière à une toute autre échelle et qui n'est plus du tout infranchissable. Je dirais le gros problème de l'être humain qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est qu'il ne s'est basé que par rapport à son propre point de vue. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il connaît, à sa matérialité et à sa connaissance. Or maintenant, on se rend compte que la matérialité n'est rien, que la matérialité en fait est un assemblage de vide et d'espace, et que la notion du temps telle qu'on la connaît est en fait quelque chose de très arbitraire et je dirais même quelque part un peu irrationnel. Pourquoi? Parce que ça n'est que ramené à nos propres connaissances et à notre propre vision qui est quand même très très limitée. On prendrait déjà à notre niveau la connaissance des minéraux, par exemple, ou même de certains arbres qui peuvent vivre des milliers d'années. Leur vibration, je dirais même mémoire, leur communication est tout à fait autre que ce qu'on imagine. Ça aussi, c'est quelque chose, la communication entre les arbres, entre les plantes, est quelque chose d'assez récent. On pensait qu'un arbre était pour lui tout seul et il n'y avait pas de communication entre les arbres d'autres espèces. On sait maintenant qu'il y a une autre communication, justement beaucoup plus vibratoire. Pourquoi? Parce que ça passe par les odeurs, ça passe par la chimie, ça passe par les ondes, par les vibrations qu'ils émettent, et donc qu'ils arrivent à communiquer. Du coup, tout ce qu'on appelle transmission de pensée, télépathie, connexion à certaines informations ne deviennent plus si absurdes que ça.
c'est une possibilité plus concrète et que en fait tout le monde possédera. Il suffit peut-être juste d'y croire et de travailler sur ce domaine-là. Voilà, je suis bien contente de voir que ça vous a intéressé. Je vois vos commentaires comme quoi vous avez apprécié. Tant mieux, je sais que c'est un sujet complexe à expliquer. Vous trouverez beaucoup de vidéos qui expliquent chacune des expériences avec des dessins qui expliquent bien et qui démontrent bien ce que les mots ont parfois difficile à trouver et à expliquer, à imager. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à chercher. Je pense que déjà sur ma chaîne YouTube, je mets assez souvent le lien. Vous trouverez dans ma playlist aussi des documents vidéo qui traitent de tous ces sujets-là. Voilà. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous laisser à votre samedi soir, puisque ça fait quand même un peu plus d'1h15 qu'on est ensemble, que j'aime pas faire des vidéos trop longues parce qu'il y a beaucoup d'informations et que le temps d'emmagasiner toutes ces informations, il faut du temps. N'oubliez pas donc de revenir soit sur ma page Facebook pour voir les vidéos, et puis normalement, sauf si j'ai des petits problèmes, j'enregistre la vidéo pour la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite donc à tous une très très belle soirée et un très très bon week-end. Merci à tous de votre participation et à très bientôt. Merci, bon week-end à vous. Au revoir.